de magma, donc quelque chose qui est très chargé, jusque ce que la pression de la bulle devienne supérieure à la pression, au poids des matériaux surincombants, et donc là, pof, ça va péter. Vous allez avoir donc éjection de toute cette partie-là, et le résultat de ça, c'est, alors ça, donc ça c'est ce qu'on appelle une nuée explosive. Généralement, on parle de nuée cypressoïde ici, parce que très souvent, c'est la forme d'un cyprès. Des fois, ça a une forme de crête de coque, enfin bref, c'est variable. Et à la base de ça, toc, la déferlante. C'est la nuée qui s'effondre. Voilà. Alors la nuée s'effondre, et en même temps, c'est d'un seul coup la décompression à la base de ta... Alors cette nuée, on le verra, c'est essentiellement de la vapeur, une vapeur très peu chargée. Il y a un petit peu de matériau là-dedans, mais pas énormément. C'est très véloce et ça a des températures de l'ordre de 200-300 degrés. On appelle la pression lithostatique. Eh bien, quand vous arrivez à cette figure-là, d'un seul coup, votre bulle va exploser et vous allez éjecter d'un seul coup tout votre matériau sous la forme d'une colonne explosive, d'un jet explosif, qui peut être très violent, qui est d'autant plus violent si l'interaction se fait en grande profondeur. Bon, si c'est en subsurface à 20-30 mètres de profondeur, ça va être des explosions relativement modestes, mais ces jets de vapeur vont monter à 1 ou 2 km d'altitude. Et à la base de ce jet de vapeur se constituent ce que l'on appelle des écoulements pyroclastiques très particuliers, qu'on appelle des déferlantes basales, qui sont donc, c'est un espèce d'anneau de décompression à la base de votre colonne explosive, qui vont se déplacer horizontalement avec de très grandes vitesses, on en reparlera beaucoup, très grandes vitesses. C'est pas des nuées ardentes, c'est des déferlantes. Ça se déplace avec des vitesses qui sont très grandes, de l'ordre entre disons 150 et 300 km/h. 150-300 km/h, des températures de l'ordre de 200-300 degrés. Ça peut parcourir des distances plurikilométriques. Et la caractéristique de ces déferlantes, c'est que vous allez avoir des dépôts, ce qui est différent des nuées ardentes, vous allez avoir des dépôts tout le long de votre déferlante. C'est-à-dire que vous allez avoir des dépôts très proches du cratère, parce que vous allez creuser, l'explosion a creusé un cratère, ce qu'on appelle un cratère d'explosion. Une déferlante basale, voilà le substratum, et ma déferlante qui progresse. Là, le point d'émission, il est là. Le point d'émission, ça part de là. Et ça va vers là. Donc, je vais diviser mon parcours. Mon parcours, il est d'échelle kilométrique. En au moins 3 portions. La première portion va être celle qui est la plus près du point d'émission. Ça va correspondre à des tufs de haute énergie. Donc, tufs de haute énergie. Ici, c'est des tufs de moyenne énergie, et là, c'est des tubes de basse énergie. Je vous ai dit ce matin que les déferlantes déposaient des matériaux tout le long, à la différence des nuées ardentes, qu'on appelle aussi les coulées pyroclastiques, qui, elles, comme les avalanches, transportent tout leurs matériaux au front. Il n'y a rien en arrière. Tout a glissé vers le point bas. Alors que là, tout le long, vous allez avoir ici un dépôt. Donc ça va avoir un dépôt, ça c'est une déferlante, c'est le dépôt d'une déferlante. Donc un dépôt tout le long. Mais ce qui va changer, c'est la structure du dépôt. Les dépôts de haute énergie, alors quelles sont leurs caractéristiques? Et on les verra toutes ces caractéristiques. Une des premières caractéristiques, c'est très souvent, ce sont des dépôts où la vitesse est la plus haute. Et ces dépôts vont présenter des structures, on va dire des structures qui vont être dunaires. Donc ça va vous apparaître avec donc des structures ondulées, avec donc des stratifications qui vont être entrecroisées. Ça va être très compliqué, on les verra, c'est magnifique dans la plage de la Grande Conque, ces structures ondulantes là, c'est grandiose, c'est vraiment typique. Et deuxième chose typique, les hautes énergies, les couches
À l'intérieur, les matériaux sont classés en fonction de leur taille et elles sont granoclassées. Et dans le cas des très hautes énergies, le granoclassement est inverse. C'est-à-dire que c'est un granoclassement qui ne répond pas du tout aux lois de la gravité. C'est-à-dire que les matériaux les plus gros vont se trouver au sommet, les matériaux les plus fins à la base. Granoclassement inverse. Ce qui est complètement absurde si on réfléchit bien, parce que du matériel suspension en suspension dans un fluide, logiquement, c'est les plus gros blocs qui retombent en premier. Alors, le résultat de la chose, c'est qu'après ma première explosion, je vais avoir un trou, un cratère d'explosion. Je vais avoir le dépôt autour, ici, d'un dépôt de déferlante basale. Donc, ok, ça va se remplir par les produits de retombée de la nuée, de la nuée cypressoïde. Et puis là, ma colonne de magma va pouvoir commencer de nouveau son ascension, puisqu'elle est libérée de son bouchon vitreux, mais immédiatement la flotte qui est là, par appel à vide, va venir réenvahir toute la base, et puis toc, vous allez reconstituer de nouveau, donc il faut que je le fasse un petit peu plus profond. Vous avez de nouveau reconstitution ici d'un bouchon, pof, ça repète, rebelote, nouvelle nuée, nouvelle déferlante basale. Et bien tout ça, cette saignée que vous voyez de formation orange, eh bien c'est l'ancien anneau qui s'est constitué. Et à un moment, dans le cas présent, on épuise l'eau. On épuise l'eau. Et à ce moment-là, une fois qu'on a épuisé l'eau, alors le résultat, c'est que j'ai maintenant. Alors là, je me trompe, si je me mets dans l'eau, je vais faire attention. Voilà, j'ai mon cratère d'explosion, comme ça. Là, j'ai mon anneau de tuf phréato-magmatique, c'est le nom qu'on le lui donne. Là, j'ai mon remplissage bréchique, mais maintenant, le magma, il n'y a plus d'eau, il redescend, il reprend son ascension. Il va revenir ici, il arrive en surface, et à ce moment-là, il va pouvoir développer une éruption qui correspond à la composition de la lave. C'est-à-dire une lave relativement fluide, très chaude. Ça vous donne du dynamisme de type strombolien. Donc voilà, ma colonne ascendante de magma. Voilà, donc ça c'est mon magma qui remonte. Alors les vitesses de remontée des colonnes de magma, dans un type de volcanisme comparable à celui où on est en train de voir, c'est que c'est rapide. C'est rapide, les derniers 50 km, ça se parcourt à peu près à 2 km/h. Ces colonnes de magma remontent des enclaves de péridotite, des enclaves de matériaux profonds, de péridotite, de l'erzolite qui viennent de 50-60 km de profondeur. Ça, on sait mesurer avec précision la température et la profondeur d'équilibre de ces matériaux. Alors, on a à partir d'équations thermochimiques, de modélisation thermochimique, on sait faire ça. Et en fonction de la taille de les péridotites ont une densité de 3,3. Basale 2,8. Pour faire remonter des paquets, des morceaux de roche de densité 3,3 dans un liquide qui est à densité inférieure, 2,8, il faut, si vous mettez à tremper dans un liquide quelque chose qui est plus dense, ça tombe au fond. Or là, c'est pas le cas, c'est remonté. Donc il faut que la vitesse ascensionnelle du magma soit supérieure à la vitesse de précipitation des fragments de péridotite. Donc ça on sait se calculer, c'est la loi de Stokes, c'est tout simple à faire. Donc, et comme on a des fois des endroits où la moyenne des péridotites ici c'est 15-20 cm, les plus grosses tailles, je connais des endroits où c'est d'échelle métrique. Donc vous voyez un petit peu les vitesses. Et ça correspond à des vitesses de l'ordre de 2 km/h. Donc ça monte rapidement.
Un basalte qui se respecte encore, ça contient, on va dire, autour de 1 à 2%, 1 à 2% de gaz. Essentiellement du CO2, un petit peu d'eau aussi, mais c'est essentiellement du CO2. À grande profondeur, je vais mettre une profondeur, voilà. À grande profondeur, votre gaz est dissous à l'intérieur du liquide, à l'échelle moléculaire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas voir apparaître l'eau ou le CO2, il n'y a pas de bulle. Cette profondeur, dans le cas des basaltes, c'est généralement de l'ordre kilométrique. Ordre kilométrique. La profondeur de dégazage comme ça, c'est très très proche de la surface. C'est pour ça que les éruptions ne sont pas très violentes, puisque c'est à quelques dizaines de mètres de profondeur que vous allez faire apparaître vos projections. Il n'y a pas d'accélération et surtout, il n'y a pas de dégazage explosif. La pression n'est pas suffisante. La pression n'est pas assez suffisante, ce qui est totalement différent des laves acides, où là, si tu veux, il y a beaucoup plus de gaz. C'est plus 1-2% de gaz, mais c'est 4-5% de gaz, jusqu'à 10% de gaz. Le magma est tellement visqueux, compte tenu de sa chimie, est tellement visqueux que le gaz n'arrive pas à s'échapper avant d'arriver en surface. C'est-à-dire que ta colonne de magma remonte avec tout son gaz. Et il faut arriver quasiment, c'est en surface que se développe, pas en surface, non, c'est à cette profondeur que se développe une libération explosive et qui va éjecter toute la colonne de magma. Toute la colonne. Alors que là, mon magma quand il arrive en surface, mais il est dégazé. Alors j'ai constitué avec mes projections un cône, c'est ça, un cône de tuf strombolien, avec donc ici proximo, il n'y a pas de disto là, tout est une grosse bombe. Et puis quand mon magma arrive en surface, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il est dégazé. Il est dégazé. Il suffit qu'il trouve un endroit où il peut sortir et il va venir constituer une coulée de lave. Généralement, c'est pour ça que je dessine ça à travers le cône. Généralement, ça s'injecte à l'interface entre le substratum et les projections volcaniques qui sont relativement meubles, ou alors des fois ça peut arriver. Il peut y avoir une échancrure. Voilà, il peut y avoir une échancrure, etc. Puis ça doit éroder. Oui, bien sûr. La pression de lave est tellement forte que ça va finir par faire s'effondrer toute cette partie du volcan. Donc qu'est-ce que vous avez? Vous avez maintenant un volcan égueulé. Donc c'est plus un volcan complet, mais c'est un volcan, voilà, comme ça. Et puis la coulée s'échappe.